Le bruit résonna dans la cantine du lycée Fénelon tel un coup de tonnerre, par un après-midi calme. Chaque conversation s'éteignit. Chaque fourchette s'arrêta à mi-chemin des bouches. Le choc vif de la chair rencontrant la chair avec une intention violente avait cet effet sur les gens, les figeant sur place comme s'ils étaient témoins de quelque chose qui ne devrait jamais arriver dans l'univers civilisé des enceintes éducatives. Sophie Dubois était assise à la table du coin où elle se plaçait toujours, aussi loin de l'attention que physiquement possible, tout en restant dans les limites de l'acceptabilité sociale. Ses manuels scolaires usés étaient soigneusement empilés à côté de son repas simple, le genre de plat qui témoignait d'une gestion rigoureuse plutôt que d'une abondance négligente. Elle révisait ses notes de chimie lorsque la gifle résonna dans la pièce, mais elle savait, sans lever les yeux, qui l'avait donné et qui l'avait reçu. La victime était Léa Moreau, une jeune fille dont l'existence même semblait inviter les pires pulsions de ceux qui confondaient privilège et autorisation. Léa se tenait là maintenant, la main pressée contre sa joue, ses yeux sombres écarquillés par le genre de choc qui ne vient pas de la surprise, mais de la confirmation de ses pires craintes. La marque rouge s'étendant sur sa peau mate racontait sa propre histoire d'humiliation et d'impuissance. L'agresseur était Marc de Montaigne, dont le patronyme portait assez de poids dans cette institution pour écraser quiconque osait défier son autorité. Son père ne se contentait pas de faire des donations, il contrôlait pratiquement tout, siégeant à toutes les instances importantes et exerçant une influence qui rejaillissait sur son fils comme un privilège hérité. Marc se tenait là avec ce sourire familier, celui qui suggérait qu'il était au-dessus des conséquences, au-dessus de tout reproche, au-dessus de la décence humaine élémentaire qui régissait les simples mortels. Mais cette fois, quelque chose était différent. Quelque chose était en train de changer dans la hiérarchie méticuleusement établie du lycée Fénelon. Léa avait enduré des mois de la cruauté particulière de Marc. Cela avait commencé de manière insignifiante, comme c'est souvent le cas. Des commentaires sur son statut de boursière, des blagues sur ses vêtements d'occasion, des prononciations volontairement erronées de son nom qui suscitaient les ricanements de son cercle de complices. Le tourment avait graduellement escaladé, chaque incident s'appuyant sur le précédent jusqu'à ce moment de violence physique. Sophie avait observé tout cela se dérouler depuis sa position dans l'ombre. Elle avait été témoin de chaque ricanement, de chaque insulte chuchotée, de chaque acte calculé d'assassinat social, et elle n'avait rien fait, rien dit, n'était pas intervenue du tout. Sa propre stratégie de survie reposait sur l'invisibilité, sur le fait d'être si insignifiante que les prédateurs la dépasseraient à la recherche de proies plus évidentes. La cantine resta suspendue dans ce moment de silence assourdissant. Les larmes de Léa commençaient maintenant à couler, traçant des chemins argentés sur ses joues, tandis que Marc et ses amis riaient avec la cruauté désinvolte qui ne vient que de ceux qui n'ont jamais eu à faire face aux véritables conséquences de leurs actes. Les membres du corps enseignant qui auraient dû surveiller étaient ostensiblement absents, probablement occupés par des affaires administratives qui semblaient plus importantes que les drames quotidiens de la vie lycéenne. C'est à ce moment-là que quelque chose se brisa à l'intérieur de Sophie. Plus tard, elle aurait du mal à expliquer ce qui s'était passé ensuite. Les psychologues appelleraient cela un point de rupture, un moment où le stress accumulé et l'empathie l'emportent sur la pensée rationnelle. Madame Dubois, sa mère, dirait que c'est le moment où elle avait trouvé son courage. Ses quelques amis qualifieraient cela de miraculeux. Mais à cet instant, Sophie ne pensait pas aux étiquettes, aux explications ou aux conséquences. Elle pensait à la justice. Sa chaise racla le sol lorsqu'elle se leva, le bruit déchirant les rires nerveux comme une lame. Tous les yeux se tournèrent vers elle, cette fille discrète qui n'avait jamais fait d'esclandre, jamais élevé la voix, jamais attiré l'attention sur elle de manière significative. Pendant un battement de cœur, elle hésita, sentant le poids de leurs regards, la pression de l'attente et de la surprise. Puis, elle bougea.
La chaise de la cantine à côté de sa table était un mobilier institutionnel standard, conçu pour la durabilité plutôt que le confort. Elle était plus lourde qu'il n'y paraissait, une construction en bois massif et métal conçue pour résister à des années de chahut lycéen. Les mains de Sophie se refermèrent sur son dossier, et elle sentit une force affluer dans ses bras qu'elle ignorait posséder. Marc riait encore lorsque la chaise percuta sa colonne vertébrale. L'impact résonna dans la cantine comme une force physique, plongeant tout le monde dans un silence absolu. Marc bascula en avant, son rire se coupant net alors que la douleur et le choc se manifestaient simultanément. La chaise claqua sur le sol et Sophie resta là, respirant difficilement, sa petite silhouette tremblant d'adrénaline et d'incrédulité. Elle n'avait jamais frappé un autre être humain de sa vie. Elle n'avait même jamais élevé la voix de colère. Pourtant, elle était là, venant de rendre justice de ses propres mains, et la sensation était à la fois terrifiante et exaltante. Les conséquences explosèrent dans le chaos. Les amis de Marc se précipitèrent à son aide, hurlant des menaces et des appels à la vengeance. Certains élèves sortirent leur téléphone pour tout enregistrer, comprenant instinctivement qu'ils étaient témoins de quelque chose dont on parlerait pendant des années. D'autres commencèrent à applaudir, doucement d'abord, puis avec une audace croissante, en réalisant que quelqu'un avait enfin fait ce qu'ils avaient tous voulu faire, mais n'avaient jamais osé. Léa Moreau regarda Sophie Dubois avec étonnement et gratitude, sa propre douleur momentanément oubliée face à ce salut inattendu. Pour la première fois depuis des mois, elle n'était plus au centre d'une attention indésirable. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un d'autre avait pris position pour elle alors qu'elle ne pouvait pas le faire elle-même. Sophie Dubois se tenait au centre de tout cela, son cœur battant la chamade, son esprit s'emballant sur les implications de ce qu'elle venait de faire. Serait-elle exclue définitivement? Sa bourse d'études sur critères sociaux serait-elle révoquée? Sa mère célibataire, Madame Dubois, travaillant 3 emplois pour les maintenir à flot, devrait-elle expliquer à son employeur pourquoi elle avait besoin de temps libre pour des réunions du conseil de discipline au lycée de sa fille? Mais sous la peur, il y avait autre chose, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La satisfaction féroce de refuser d'être un témoin passif face à l'injustice. Le proviseur arriva en quelques minutes, attiré par le tumulte et les rapports de violence qui avaient atteint le secrétariat de direction du lycée avec la rapidité d'un feu de brousse. Monsieur Bernard était un homme qui se faisait un point d'honneur de diriger une institution ordonnée, où les problèmes étaient résolus par les voies appropriées et où les procédures du conseil de discipline suivaient les protocoles établis par le règlement intérieur du lycée. La scène qui l'accueillit dans la cantine du lycée Fénelon était son pire cauchemar. Des élèves en plein chaos, des téléphones enregistrant tout, et des preuves évidentes que la paix soigneusement maintenue de son lycée avait été brisée. Marc de Montaigne était maintenant debout, le visage rougi par l'humiliation et la rage. Dès qu'il aperçut M. Bernard, il commença à exiger une punition immédiate, sa voix portant ce ton particulier d'élitisme qui venait de n'avoir jamais rien vu lui être refusé. Le nom de son père, M. de Montaigne, fut invoqué à plusieurs reprises, accompagné de menaces concernant le financement, les postes au conseil d'administration et les diverses façons dont le lycée Fénelon dépendait de la bienveillance continue de la famille de Montaigne. Sophie Dubois ne dit rien. Elle avait appris, il y a longtemps, que les explications aidaient rarement et que les figures d'autorité préféraient généralement écouter ceux qui avaient le pouvoir plutôt que ceux qui en étaient dépourvus. Elle resta silencieuse, tandis que Marc de Montaigne la dépeignait comme une fauteur de troubles instables qui l'avait attaquée sans provocation, pendant que ses amis hochaient la tête et acquiesçaient, ajoutant leurs propres embellissements à l'histoire. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il y avait des témoins qui n'avaient pas été réduits au silence par l'intimidation. Cette fois, il y avait des enregistrements qui ne pouvaient pas être ignorés ou écartés. Cette fois,
la vérité avait des alliés. Léa Moreau fut la première à retrouver sa voix, s'avançant malgré ses larmes pour expliquer ce qui s'était réellement passé. Ces mots sortirent d'abord avec hésitation, puis avec une force croissante à mesure que d'autres élèves commençaient à hocher la tête et à murmurer leur accord. La gifle avait été vue par tout le monde. Les épisodes de harcèlement scolaire de Marc de Montaigne étaient connus de tous. La seule surprise était que quelqu'un ait enfin fait quelque chose à ce sujet. Monsieur Bernard se trouva dans une position impossible. D'une part, la violence ne pouvait jamais être tolérée, quelles que soient les circonstances. D'autre part, les preuves étaient accablantes. Marc de Montaigne avait été l'agresseur initial, et les actions de Sophie Dubois, bien qu'extrêmes, avaient été en défense d'une autre élève. Les enregistrements qui se propageaient déjà sur les plateformes de médias sociaux feraient passer toute tentative d'ignorer le contexte pour du favoritisme envers le fils d'un donateur fortuné. Le conseil de discipline qui suivit fut sans précédent au lycée Fénelon. Des parents arrivèrent en masse, certains exigeant l'exclusion définitive de Sophie Dubois, d'autres insistant pour que Marc de Montaigne fasse enfin face aux conséquences de son comportement. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire lorsque les publications sur les réseaux sociaux devinrent virales, transformant ce qui aurait dû être une affaire d'établissement privé en un débat public sur le harcèlement scolaire, le privilège et la justice. Sophie Dubois traversa tout cela avec la même dignité discrète qui avait caractérisé l'ensemble de son parcours scolaire. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer ses actions, elle parla simplement et honnêtement de ce dont elle avait été témoin, de sa décision d'intervenir lorsqu'aucun adulte n'était présent pour le faire, et de son regret que la violence ait été nécessaire pour arrêter ce qui se passait. « Je ne l'ai pas planifié », dit-elle calmement, sa voix portant clairement à travers la salle du conseil de discipline bondée. « J'ai vu Léa Moreau se faire du mal, et tout le monde regardait. Je ne pouvais plus regarder. » Le conseil de discipline délibéra pendant des heures. Dehors, les élèves maintenaient une veillée, beaucoup d'entre eux portant des pancartes de soutien à Sophie Dubois et partageant leurs propres histoires concernant le harcèlement scolaire de Marc de Montaigne. Les équipes d'information locales interviewèrent des parents et des élèves, et l'histoire commença à prendre son envol dans le cadre d'une conversation plus large sur la responsabilisation au sein des établissements scolaires. Lorsque la décision fut finalement rendue, elle ne satisfit personne complètement, mais reflétait la réalité complexe de ce qui s'était passé. Sophie Dubois reçut une exclusion temporaire pour son usage de la violence, mais elle fut brève et accompagnée de travaux d'intérêt général plutôt que d'une exclusion définitive. Marc de Montaigne reçut une exclusion temporaire plus longue et fut tenu de suivre des séances de sensibilisation sur le harcèlement scolaire et le privilège. Les deux élèves devraient participer à un programme de médiation scolaire conçu pour les aider à comprendre l'impact de leurs actions. Plus important encore, l'incident a incité à une révision complète de la politique de lutte contre le harcèlement scolaire du lycée Fénelon et de ses procédures d'application. Des systèmes de signalement anonymes furent mis en place. La surveillance du personnel fut renforcée. Des programmes de formation furent institués pour les élèves et le personnel concernant la reconnaissance et la prise en charge du harcèlement. Les changements sont arrivés trop tard pour Léa Moreau, qui fut transférée au lycée Henri IV avant que les nouvelles politiques ne puissent prendre effet. Mais elle laissa une lettre pour Sophie Dubois, la remerciant d'avoir été l'amie dont elle avait eu besoin quand personne d'autre ne voulait se manifester. Cette lettre deviendrait l'une des possessions les plus précieuses de Sophie Dubois. Un rappel que parfois faire la bonne chose signifie accepter les conséquences d'une action nécessaire. Le retour de Sophie Dubois au lycée après sa suspension ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Au lieu de murmures et de regards fuyants, elle se retrouva entourée d'élèves qui voulaient la remercier, partager leurs propres histoires de harcèlement scolaire et exprimer leur admiration pour son courage. Des professeurs qui l'avaient à peine remarqué auparavant commencèrent à la voir différemment,
reconnaissant des qualités de leader et un courage moral qui avait été caché derrière son apparence discrète. L'attention fut écrasante au début. Sophie Dubois avait passé tant d'années à cultiver l'invisibilité qu'être vue et reconnue lui semblait étrange et parfois inconfortable. Mais progressivement, elle commença à comprendre que ses actions avaient donné aux autres la permission de trouver leur propre voie, de refuser d'accepter l'injustice comme une partie inévitable de leur expérience scolaire. Marc de Montaigne ne revint jamais au lycée Fénelon. Son père, confronté à l'examen public et à des questions sur les valeurs de sa famille, l'inscrivit dans un internat d'excellence où la discipline était plus stricte et la hiérarchie sociale moins dépendante de la richesse familiale. Le retrait du soutien financier de la famille de Montaigne causa quelques difficultés initiales pour le lycée, mais d'autres donateurs se sont manifestés pour combler le vide. Beaucoup d'entre eux citant spécifiquement leur admiration pour la manière dont l'administration avait géré l'incident. La relation de Sophie Dubois avec sa mère s'approfondit dans les semaines suivant l'incident. Madame Dubois avait été initialement terrifiée en recevant l'appel du lycée, craignant que la bourse de sa fille et son avenir ne soient en jeu. Mais à mesure qu'elle en apprit davantage sur ce qui s'était passé et pourquoi, sa peur s'est transformée en fierté. Sa fille discrète avait trouvé la force de défendre quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre elle-même, et cela demandait un genre de courage qui ne s'enseigne dans aucune salle de classe. « Ah, ton père aurait été si fier », lui dit Madame Dubois un soir, alors qu'elle passait en revue les dossiers d'inscription à l'université. Monsieur Dubois était décédé quand Sophie Dubois avait 12 ans, laissant derrière lui le souvenir d'un homme qui avait toujours défendu les plus faibles, qui avait cru que l'éducation était le chemin vers un monde meilleur pour tous, pas seulement pour ceux nés dans le privilège. Les dissertations de candidature à l'université que Sophie Dubois a écrites cette année-là étaient différentes de celles qu'elle avait initialement prévues. Au lieu de se concentrer sur les réalisations académiques ou les objectifs de carrière, elle écrivit sur la justice et le courage, sur la responsabilité qui découle du fait d'être témoin d'une injustice et sur les façons dont de petits actes de bravoure peuvent créer des effets d'entraînement qui s'étendent bien au-delà de leur intention initiale. Les réponses des commissions d'admission universitaire furent massivement positives. Plusieurs universités mentionnèrent spécifiquement être impressionné par son courage moral et ses qualités de leader. Lorsque les lettres d'admission ont commencé à arriver, beaucoup venaient avec des offres de bourses d'études qui rendraient ses rêves universitaires financièrement possibles, sans obliger sa mère à faire encore plus de sacrifices. L'incident au lycée Fénelon devint une étude de cas dans plusieurs revues pédagogiques spécialisées, examiné comme un exemple de la manière dont les lycées pouvaient mieux aborder le harcèlement scolaire et créer des environnements où les élèves se sentaient habilités à intervenir en faveur de leurs pairs. Sophie Dubois fut invitée à prendre la parole lors de conférences et d'ateliers, partageant son histoire et plaidant pour des changements systémiques qui empêcheraient d'autres élèves de subir le genre de harcèlement qu'avait enduré Léa Moreau. À mesure que son année de terminale avançait, Sophie Dubois se retrouva à assumer des rôles de leader qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle devint présidente du conseil de la vie lycéenne, non pas parce qu'elle cherchait le poste, mais parce que ses camarades de classe reconnaissaient en elle les qualités d'intégrité et de courage qu'ils attendaient de leurs représentants. Elle mit en place un programme de médiation scolaire qui aidait les élèves à résoudre les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en violence. Elle organisa des campagnes de sensibilisation au harcèlement scolaire et créa des espaces sécurisés pour les élèves qui se sentaient marginalisés ou ciblés. La transformation fut remarquable, non seulement chez Sophie Dubois elle-même, mais dans toute la culture du lycée. Les élèves commencèrent à veiller les uns sur les autres plus activement. L'effet de l'observateur passif qui avait permis à Marc de Montaigne de terroriser Léa Moreau et d'autres pendant si longtemps
commença à s'éroder à mesure que les élèves réalisèrent qu'ils avaient le pouvoir d'intervenir et de créer le changement. Léa Moreau resta en contact via les réseaux sociaux, partageant des nouvelles de son nouveau lycée et exprimant sa gratitude pour l'amitié qui s'était forgée dans ce moment de crise. Elle s'épanouissait dans son nouvel environnement, libérée du stress constant du harcèlement et capable de se concentrer sur ses études et sa passion pour les sciences de l'environnement. Les deux jeunes filles firent des projets pour se retrouver pendant les vacances de Noël, pour rattraper le temps perdu et célébrer à quel point leur vie avait changé. L'anniversaire de l'incident passa discrètement, marqué seulement par un petit service commémoratif que Sophie Dubois organisa pour les élèves qui avaient été affectés par le harcèlement scolaire. Elle parla brièvement de l'importance de créer des communautés où chacun se sentirait valorisé et protégé, où les différences seraient célébrées plutôt qu'utilisées comme des armes, où le courage se mesurerait non pas à la force physique, mais à la volonté de défendre ce qui est juste. Monsieur Bernard, qui avait initialement perçu l'incident comme une crise à gérer, finit par le comprendre comme un tournant qui avait amélioré son lycée. Dans son discours de remise des diplômes, il évoqua la classe qui lui avait enseigné la différence entre la paix et la justice, entre l'ordre et l'équité, entre suivre les règles et faire ce qui est juste. Le discours de remise des diplômes de Sophie Dubois fut bref et sincère. Elle parla du pouvoir des petites actions pour créer de grands changements, de l'importance de voir l'injustice et d'y réagir, de la responsabilité qui accompagnait l'éducation et le privilège. Elle remercia ses professeurs et ses camarades de classe de l'avoir aidé à trouver sa voie et exhorta les élèves plus jeunes à utiliser la leur lorsque cela comptait le plus. Alors qu'elle traversait la scène pour recevoir son diplôme, les applaudissements furent retentissants et prolongés. Élèves, professeurs et parents se levèrent pour saluer non seulement ses réussites scolaires, mais aussi son courage moral et son leadership. Dans l'assistance, sa mère, Madame Dubois, pleurait de fierté et de joie, pensant à son mari, Monsieur Dubois, et à quel point il aurait été fier de la jeune femme que leur fille était devenue. Les grandes vacances d'été avant l'université parisienne furent remplies de préparation et d'anticipation. Sophie Dubois avait choisi d'étudier le travail social et l'enseignement, attirée par le désir de créer des changements systémiques qui protégeraient les élèves vulnérables et renforceraient les communautés. Ses expériences au lycée Fénelon lui avaient montré le pouvoir de l'action individuelle, mais aussi la nécessité de réformes institutionnelles capables de prévenir les crises plutôt que de simplement y répondre. Elle passa une partie de l'été à travailler comme animatrice dans une colonie de vacances pour jeunes en difficulté, où elle voyait quotidiennement des rappels de l'importance de sa future carrière. Beaucoup des enfants avec lesquels elle travaillait avaient été harcelés, marginalisés ou abandonnés par des systèmes qui auraient dû les protéger. Sa douce force et son empathie authentique firent d'elle une mentor naturelle, et elle trouva une profonde satisfaction à les aider à développer la confiance et les compétences dont ils avaient besoin pour se défendre. Quand août arriva et qu'il fut temps de partir pour l'université parisienne, Sophie Dubois se sentit prête pour le prochain chapitre de sa vie. La jeune fille timide, qui s'était autrefois cachée au fond de chaque salle de classe, avait disparu, remplacée par une jeune femme qui comprenait son propre pouvoir et sa responsabilité. Elle avait appris que le silence face à l'injustice était en soi un choix, et que choisir d'agir même lorsque c'était difficile ou effrayant était ce qui séparait les témoins passifs des héros. Sa mère, Madame Dubois, la conduisit au campus universitaire, toutes deux émues, mais excitées par l'avenir. Alors qu'elle déballait de ses affaires dans sa chambre universitaire, Madame Dubois trouva la lettre que Léa Moreau avait écrite des années plus tôt, soigneusement conservée parmi les possessions les plus importantes de Sophie Dubois. « Tu as gardé ça tout ce temps ?» observa-t-elle, sa voix douce d'une compréhension. « Ça me rappelle pourquoi c'était important, » répondit Sophie Dubois, « et pourquoi ça l'est toujours. »
La lettre avait été lue et relue tant de fois que le papier était doux à force d'être manipulé. Mais les mots restaient aussi puissants que jamais. Merci de m'avoir vu quand tous les autres détournaient le regard. Merci de t'être soucié de moi quand personne d'autre ne le faisait. Merci de m'avoir montré que je n'étais pas seul. Alors que sa première année universitaire commençait, Sophie Dubois se jeta dans ses études et les activités du campus avec la même détermination tranquille qui avait caractérisé sa transformation au lycée. Elle rejoignit le programme de soutien par les pairs, fit du bénévolat dans les écoles primaires et collèges locaux, et commença à développer des idées pour son mémoire de master sur les approches systémiques de prévention du harcèlement scolaire. Ses professeurs reconnurent rapidement sa combinaison unique de capacités académiques et d'expériences concrètes. Quand elle partageait son histoire lors des discussions en classe, ses camarades l'écoutaient avec une attention captivée, beaucoup d'entre eux voyant des parallèles avec leurs propres expériences en tant que témoins ou victimes d'injustice. Sa perspective, forgée dans le creuset de la crise morale et de la croissance personnelle, ajoutait de la profondeur et de l'authenticité aux discussions théoriques sur le changement social et la responsabilité individuelle. Les effets d'entraînement de ce jour dans la cantine du lycée Fénelon continuèrent de se propager de multiples façons. D'autres établissements scolaires adoptèrent des changements de politique similaires après avoir appris ce qui s'était passé. Des élèves d'autres districts commencèrent à s'exprimer plus activement lorsqu'ils étaient témoins de harcèlement. Les parents s'impliquèrent davantage dans les conversations sur le harcèlement et la culture institutionnelle. Sophie Dubois pensait souvent au moment où elle s'était levée de sa table de coin et avait ramassé cette chaise. Au fil des années, elle en était venue à comprendre que ce n'était pas un acte de violence isolé, mais le premier pas d'un chemin vers la justice. La chaise avait été un symbole, un outil de rupture qui avait brisé plus que le simple silence dans cette cantine. Elle avait brisé l'hypothèse que certaines personnes étaient impuissantes, que certaines voix n'avaient pas d'importance, que certaines injustices faisaient simplement partie de l'ordre naturel. La jeune fille, qui s'était autrefois définie par son invisibilité, comprenait maintenant qu'être vue, être entendue, être présente dans le monde était à la fois un privilège et une responsabilité. Elle avait appris à utiliser sa voix non seulement pour se défendre, mais aussi pour amplifier les voix de ceux qui luttaient pour être entendus. Elle avait découvert que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Alors qu'elle envisageait l'avenir, Sophie Dubois savait que son chemin continuerait d'être forgé par les leçons apprises en ce moment de crise. Elle consacrerait sa carrière à œuvrer pour créer des systèmes et des structures qui empêchaient les élèves comme Léa Moreau de souffrir en silence, qui permettaient aux élèves comme elle d'agir avec confiance plutôt qu'avec désespoir, qui responsabilisaient les élèves comme Marc de Montaigne avant que leurs actions n'escaladent en harcèlement scolaire et violence. L'histoire qui avait commencé par une gifle et une chaise était devenue quelque chose de plus grand que ses composantes individuelles. Elle était devenue un témoignage de la puissance du courage moral, de l'importance de l'action individuelle et de la possibilité d'un changement systémique. Plus important encore, elle était devenue la preuve que même les voix les plus silencieuses, lorsqu'elles étaient élevées au bon moment, pouvaient tout changer.